la bataille du vélo, ça a commencé parce que donc j'étais secrétaire général de la FUB à partir de 2017, après avoir été militant localement à Lyon. Et ça a été une année super entre 2017 et 2018. Après l'élection d'Emmanuel Macron, on a obtenu tout un tas de victoires politiques, et notamment en septembre 2018, le Premier ministre de l'époque annonçait en direct un plan vélo financé avec des millions d'euros par an. Alors des millions, c'est pas énorme, mais c'était clairement beaucoup mieux qu'avant. Et il y avait une forme d'euphorie militante à laquelle je participais en me disant c'est génial, on a obtenu des victoires historiques, on est sur les rails, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et puis, septembre 2018, novembre 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le début des Gilets jaunes, qui est quand même sans doute l'événement politique le plus déterminant de ces 30 dernières années. Enfin, je ne sais pas, j'ai que 30 ans, donc je ne peux pas juger avant. En tout cas, vachement plus important. J'ai pas 30 ans, en fait, je suis plus vieux. Vachement important. Et alors, les Gilets jaunes, c'est très compliqué, mais les Gilets jaunes, ça commence quand même sur une histoire de prix du carburant. Et la question de l'automobile est vraiment centrale dans les Gilets jaunes. Et donc, moi, ça m'a vachement questionné tout au long du mouvement, en me demandant comment articuler cette question de, à la fois, il se passe quelque chose de très positif dans le vélo, je crois profondément qu'il faut qu'on transforme nos modes de déplacement, notre rapport à l'espace public, et en même temps, je constate bien qu'en fait, nos victoires, elles ne valent pas grand-chose. Depuis, il s'est passé encore tout un tas de choses qui m'ont un peu remis dans le doute sur la question de est-ce qu'on est vraiment en train de gagner. Alors, il y a tout un tas de signaux très positifs, de plus en plus de gens qui font du vélo. Quand je suis arrivé, j'ai eu le droit à un petit cortège des membres de Damo qui m'ont présenté Orléans. Et malgré le manque flagrant d'infrastructures cyclables dans votre ville, il y a plein de gens qui font du vélo, plein de trucs très positifs et en même temps, plein de signaux très inquiétants sur le fait qu'en fait, on n'est pas vraiment tout à fait en train de changer la donne. Et donc c'est ça qui m'a vachement interrogé. Et puis pour vous donner un autre exemple de trucs qui doivent un peu nous inquiéter, c'était en septembre ou en octobre dernier, là, Macron, en allant à la télé, s'est senti autorisé de dire que la bagnole, on l'adorait, registre religieux s'il en est. Bref, comment on gère cette tension entre des petites victoires et une possible stagnation ou statu quo. C'est ce que je cherche à expliquer dans ce bouquin. Et donc, le bouquin, il est divisé en deux. Je vous invite à l'acheter et le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Une première partie qui est vraiment centrée sur dans quel monde on vit, essayer de comprendre dans quel monde on vit, pour, dans une deuxième partie, se dire comment on va tout changer et comment on va tout changer grâce au vélo, parce que le vélo, c'est super cool. Et donc, dans cette première partie, je fais tout un tas de raisonnements divers, et ça commence par une petite plage historique. J'ai trouvé intéressant de me plonger dans l'histoire des systèmes de déplacement, et juste pour retenir 3 choses qui me semblent intéressantes à retenir, c'est d'une part, l'histoire du système de déplacement actuel, c'est vraiment rien du tout par rapport à l'histoire de l'humanité, et juste pendant très 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 longtemps, on a eu une vie où les gens, globalement, se déplaçaient à pied. Enfin, c'était quand même surtout ça qui était déterminant. Et une forme d'accélération progressive, mais en tout cas massive, de l'utilisation de l'automobile à partir des années 50, et donc une transformation radicale du monde. C'est le premier élément qui me semble intéressant. Le deuxième élément qui me semble intéressant, c'est qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que l'émergence du vélo, donc à partir de, on va dire, sa finalisation industrielle à la fin du 19e siècle, a fait exploser l'usage en une trentaine d'années, sans pour autant transformer les territoires. C'est-à-dire que le vélo s'est massivement diffusé, on va dire, des classes sociales les plus riches vers l'ensemble du monde des travailleurs, des paysans, etc., jusque dans les années 30, 40, 50, sans pour autant transformer le monde. C'est-à-dire que globalement, il y avait encore une vie de village, les solidarités traditionnelles se maintenaient, etc. Donc c'était un plus, sans transformation radicale de la société, même s'il y a eu des petites transformations à la marge grâce à l'outil. Mais surtout, le troisième apprentissage qui me semble important à retenir, c'est que l'histoire des systèmes de déplacement, c'est des histoires qui sont politiques et conflictuelles. Là où on a tendance à présenter le monde tel qu'il est aujourd'hui comme une évolution logique de quelque chose d'insatisfaisant, la marche,
à quelque chose d'un peu mieux, les chemins de fer, le vélo, à son aboutissement vers la fin de l'histoire, qui est la mobilité individuelle. Voilà, et c'est ça le progrès, il n'y a qu'un sens unique et il n'y a pas de discussion à avoir. Ça me semble fallacieux et en plus c'est faux parce que l'histoire de l'émergence de l'automobile, c'est l'histoire de conflits politiques et puis d'agents politiques, de politiques publiques volontaires qui ont décidé qu'elles voulaient ce monde et un autre monde aurait pu être possible. C'est vraiment le fruit de politique. Donc ce qui a été fait peut être défait ou refait ou fait autrement. Et ça me semble important de l'avoir en tête. Ça, c'est sur le volet historique. Et surtout, un autre gros morceau qui m'intéresse dans cette première partie pour comprendre là où on est, c'est notre système de déplacement, c'est quelque chose d'extrêmement robuste, d'extrêmement stable en fait. Et voilà, et essayer de comprendre pourquoi. Et donc, ma proposition d'analyse, elle est matérialiste. Je pense qu'il faut utiliser des gros mots de temps en temps. Là, on a tendance à dire le problème, c'est les gens, c'est les individus qui prennent des mauvaises décisions. Je pense qu'il faut quand même regarder ce qui prime. En tout cas, c'est les conditions matérielles d'existence qui est quelque chose de matériellement déterminé à l'échelle de la société. Et donc, notre système, ce que j'appelle le système automobile, qu'on pourrait appeler autrement, je pense que ce n'est pas le meilleur mot, mais c'est celui que j'ai choisi. Enfin, ce n'est pas le meilleur concept, c'est celui que j'ai choisi. Le système automobile, c'est avant tout ce que les marxistes appellent infrastructure, c'est avant tout des conditions matérielles, donc les infrastructures routières, les véhicules qui roulent dessus, tout ce qui rend l'usage de l'automobile efficace. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui est rendu possible par l'existence d'une mobilité individuelle à bas coût. Donc le capital qui est valorisé par cette existence-là. Donc l'industrie automobile qui n'existe que parce qui dépend en fait de l'utilisation de la voiture et du nombre de kilomètres parcourus en voiture. L'immobilier qui dépend de notre capacité à étendre, à créer des nouveaux projets immobiliers rentables, en tout cas, peut-être pas rentables, mais en tout cas soutenables financièrement, en allant bouffer sur du foncier à bas coût, etc. La grande distribution, tout un modèle productif qui n'existe que parce qu'un système de déplacement existe. Mais donc, ils sont intrinsèquement liés l'un et l'autre. Et ça, c'est les conditions matérielles, l'infrastructure de ce système de déplacement. Et au-dessus de ce système de ces infrastructures de système de déplacement, il y a ce que les marxistes appellent la superstructure, ou la culture, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui sont les dimensions moins matérielles de ce système-là, qui se déclinent en différentes dimensions. Une des dimensions qui rend le système de déplacement si robuste et si difficile à changer, c'est la loi. En fait, la loi, qu'est-ce que c'est ? C'est présenté comme une manière de réguler les usages, mais d'un point de vue matérialiste, pour moi, la loi, c'est surtout ce qui rend efficace le système de déplacement, c'est-à-dire on canalise les usages et on tire le maximum des infrastructures telles qu'elles existent pour maximiser le nombre de flux en minimisant, on va dire, ce qui rend le système moins efficace ou moins acceptable, comme les morts ou comme les mésusages ou ce genre de choses. Et donc la loi, en fait, elle a rendu obligatoire un usage de l'infrastructure centré autour de l'usage de l'automobile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher au milieu de la route, c'est interdit. On n'a pas le droit de traverser la route comme on a envie s'il y a un passage piéton. On doit respecter les feux. Pour les voitures, alors c'est très bien, d'un point de vue individuel, ça nous empêche de mourir quand même, c'est quand même pas mal, mais d'un point de vue du système automobile, c'est aussi une forme de manière de le naturaliser, de le rendre plus robuste. Bref, donc ça c'est la question de la loi. Puis il y a la question, on va dire, plus idéologique, qui se décline de plein de manières, mais on va dire de manière très brutale. Bruno Le Maire faisait un discours, il me semble, justement en 2018 ou en 2019, devant les producteurs d'automobiles, dans lequel il disait pareil, j'adore la voiture, tout un tas de choses, et puis il décline dans son discours quelque chose qui m'a semblé très intéressant autour de la voiture, c'est la France, la voiture, c'est la liberté, la voiture, c'est des concepts comme ça qui sont très culturels, en les martelant. Donc vraiment avec une attitude très idéologique vis-à-vis de l'automobile, mais en fait, plus subtilement, la voiture, c'est vraiment quelque chose qui est incorporé dans notre culture et dans notre manière de percevoir le monde.
Ça peut passer par des choses un peu extrêmes comme la fascination que peuvent avoir des gens pour les gros bolides, etc. Mais c'est une fascination, je pense, qui est partagée. En fait, moi, si je me regarde un petit peu, je pense qu'effectivement, les belles voitures continuent à me fasciner, malgré tout le mal que j'en pense. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un rapport au monde où l'automobile est centrale dans la culture, enfin, dans les œuvres culturelles, les films, la littérature peut-être moins, mais en tout cas dans le monde cinématographique est vraiment très centré autour de l'usage de l'automobile. Je ne sais pas si vous regardez des films en vous intéressant à ce qui se passe à l'intérieur d'un habitacle, vous verrez que c'est quand même assez central, sans même parler de Fast and Furious 14 ou 15, je ne sais plus quel numéro dans lequel on est, mais il y en a vraiment beaucoup. Et puis plus prosaïquement, les courses-poursuites de James Bond qui nous tiennent en haleine toutes et tous. Bref, tout ça construit en fait un système automobile qui est extrêmement robuste. Après, moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de rappeler pourquoi c'était problématique, ce système de déplacement qu'on peut appeler système automobile. Et alors, je pense que la plupart d'entre vous être assez au taquet sur voilà, les dégâts ou les maux MAUX liés au système de déplacement automobile. Et souvent, on est très concentré sur ce qu'on est capable de quantifier avec des indicateurs numériques. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, le nombre de morts, les surfaces artificialisées par les infrastructures routières, ce genre de choses. Et c'est très important. Enfin, juste, ces indicateurs-là sont suffisants pour dire qu'il y a un problème avec le système automobile. C'est très troublant, vous êtes tous centrés vers l'entrée. Mais ce qui m'a semblé intéressant de faire, c'est aussi de s'intéresser au mot MAUX, qui était moins évident, en tout cas plus difficile à quantifier. Et le premier, quelque chose de vraiment important, c'est d'essayer de regarder le système de déplacement à l'aune de son efficacité. Donc c'est toute la critique de Ivan Illich, avec laquelle sans doute, peut-être un certain nombre d'entre vous êtes familières, qui est de dire que l'automobile, alors à l'échelle individuelle, de manière abstraite, c'est très bien pour un individu, ça répond à un besoin d'aller plus vite et plus loin sans s'épuiser. Mais en fait, l'outil automobile, pris collectivement, devient un phénomène social qui s'arroge donc une forme de monopole radical sur la manière de se déplacer et qui façonne son monde. Et en fait, au final, l'automobile est contre-productive au sens où le besoin auquel elle était censée répondre n'est collectivement pas rempli. C'est-à-dire qu'on n'accède pas forcément à plus d'aménités, à plus d'opportunités dans un monde où il y a un parc automobile pléthorique que dans un monde où il n'y a pas de parc automobile pléthorique, parce qu'en fait, notre mobilité est empêchée par l'automobile, les distances se sont allongées, voilà, un monde se façonne autour de l'automobile où en fait se déplacer devient une contrainte, un coût qui nécessite de faire tout un tas d'arbitrages et le besoin initial n'est pas au rendez-vous, ou alors la manière dont on répond aux besoins a un coût exorbitant qui du coup vient créer d'autres besoins. Donc c'est la question de l'efficacité du système automobile, mais de manière peut-être plus simple aussi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de revenir sur des dégâts qu'on ne voit plus forcément. D'une part, le fait que de ce système de déplacement sont exclus, et on a l'air de l'accepter de manière très facile, tout un tas de gens, les enfants qui n'ont pas le droit de conduire, les enfants qui sont encore plus exclus d'un espace public trusté par les automobiles, les pauvres, pour qui en fait l'automobile est a un coût complètement inabordable et donc qui sont encore plus empêchés dans leur vie sociale, dans leur accès à l'emploi, dans tout un tas de choses qu'on considère comme une vie sociale normale. Les personnes porteuses d'un handicap, en tout cas, qui du coup ne peuvent pas conduire, légalement ne peuvent pas conduire, les personnes malvoyantes, les personnes avec un handicap cognitif quelconque, à qui du coup se rajoute une peine complémentaire de un système où la mobilité se construit à l'aune de l'automobile, et ils sont clairement empêchés dans leur mobilité, alors que ça pourrait être autrement. Et puis enfin, il y a quelque chose, un des derniers mots liés à l'automobile qui est encore moins quantifiable, qu'on peut appeler avec un gros mot aliénation, c'est s'interroger sur ce que l'automobile nous fait en tant qu'être humain, quoi. Comment l'automobile vient façonner notre
vient nous façonner anthropologiquement, et notre expérience sensible du monde, notre manière de penser. Là, voilà, chacun peut faire sa propre introspection. Il y a plein d'exemples. Pour donner 2 exemples de ce qu'est l'aliénation automobile, il y en a un qui est lié, je sais pas, à la manière dont on perçoit l'espace. C'est extrêmement commun de dire que c'est à 5 minutes en voiture. Mais dire, voilà, c'est à 5 minutes en voiture. 5 minutes en voiture, ça ne veut rien dire du tout. En tout cas, c'est une perception de l'espace qui est tournée autour de l'outil, donc qui est complètement hétérogène, qui n'est pas dictée par notre propre essence, enfin, je ne sais pas si on a une essence humaine, mais en tant qu'humain, quoi. Ou un autre exemple d'aliénation, un autre exemple de ce que l'automobile nous fait en tant qu'être humain. Au moment du Covid, alors ça dépend où est-ce qu'on a vécu, mais en tout cas, moi, j'ai passé le premier confinement du Covid à Paris. Vraiment, le silence était assourdissant. C'était dingue. Le bruit des oiseaux, en fait, quelque chose qui devrait être normal, je ne sais pas si c'est normal, mais un état lié, circonstancié, où tout à coup, il n'y a plus de flux automobile, nous semblait complètement dingue. Alors que ça me semble quand même ça devrait plutôt être l'inverse. Bref, l'aliénation automobile, quelque chose qu'on ne voit plus, la manière dont l'automobile façonne notre propre manière de percevoir les choses et les gens. Bref, le système automobile, ça ne va pas, mais le système automobile, c'est extrêmement robuste. Et en même temps, même si je pointais quelques signes un peu inquiétants d'un maintien du système automobile, je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a une crise de ce système automobile. Il est en train de se passer quelque chose. Une manière de comprendre cette crise, c'est de voir les signaux de cette crise. Il y en a des très positifs, très sympathiques. Le nombre de gens qui se mettent à faire du vélo dans l'espace public, espèce de désir d'autre chose qui se voit juste dans l'espace public, qui se voit à travers le nombre d'adhérents qui augmente chez Damo, il me semble. Il y a de plus en plus d'adhérents. Ou pas? Je me tourne. Oui, il faut dire oui. Le nombre d'associations FUB qui explose. Moi, quand je suis arrivé au bureau de la FUB en 2017, on était 200 associations. Là, je crois qu'on est à 550 en 2024. Il n'y a pas beaucoup de réseaux militants qui grossissent à cette taille-là. Ça, c'est très positif. De manière un peu plus ambivalente, c'est la stagnation du nombre de kilomètres parcourus en automobile. Depuis les années 50, le nombre de kilomètres parcourus en automobile augmente considérablement. Là, il stagne, il augmente peut-être un peu, mais en tout cas, la courbe de la croissance a clairement baissé. L'âge moyen de passage du permis recule. Alors, c'est aussi lié à la précarisation des jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui n'ont aussi pas forcément envie de passer le permis à 18 ans. Voilà, donc ça, c'est des signaux relativement positifs, on va dire. Et puis, il y a aussi les signaux à la fois inquiétants et à la fois chouettes. C'est l'augmentation, on va dire, de la contestation autour de l'espace public. Alors, c'est à la fois le job des associations comme Damo, mais on le voit aussi autour des projets autoroutiers. La hausse de la controverse autour des routes, pour moi, est le signe d'un système qui est en train de crouler sous ses propres contradictions. C'est-à-dire que les mots liés à l'usage de l'automobile sont en train de susciter leur opposition de manière un peu normale, parce qu'en fait, c'est insoutenable. C'est écologiquement insoutenable et socialement insoutenable. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, et là, je voudrais citer un patron de l'automobile qui me semble être le meilleur thermomètre possible pour savoir ce qui est en train de se passer. Un des signes de cette crise, c'est que même les industriels de l'automobile s'inquiètent. Donc là, c'est, il me semble, Luca Di Meo, le PDG de Renault Citroën, qui dit « Certains ont commencé à prendre l'automobile en grippe. J'ai toujours dit que si les gens commençaient à haïr notre produit, c'était game over. » Et pour moi, c'est un signe très intéressant. Néanmoins, cette crise, qui dit crise, dit tentative de dépasser la crise, de manière générale. Mais dans le système de déplacement, en particulier, ça peut vouloir dire 3 choses. La meilleure option, c'est la révolution, on va dire. On reviendra après sur ce que ça peut vouloir dire. En tout cas, de dire ce système ne fonctionne pas, passons à un autre système. Le greenwashing,
C'est-à-dire, on va ajuster à la marge, ou on va peindre en vert des trucs en espérant que ce système se maintienne malgré tout. Ou, troisième option, qui, à mon avis, nous pend en nez, étant donné les résultats électoraux dernièrement, on va dire le forçage. C'est-à-dire que, OK, le système dysfonctionne, mais on va continuer, on va aller encore plus fort. Et je pense qu'on est un peu en train de voir ça. Pour vous donner un exemple de signal inquiétant, en 2022, Éric Zemmour il commence sa campagne sur une pétition pour la suppression du permis à points. En fait, son responsable des campagnes numériques il lance une pétition comme ça sur une plateforme et hop, il a 150 000 signatures. Et 150 000 signatures, c'est suffisant pour lancer une campagne présidentielle. Puis vous connaissez l'aventure politique qui a suivi. Et je pense que des signaux comme ça, d'une accointance de l'extrême droite avec un attachement, en tout cas la difficulté à laquelle on fait face parce que le système automobile ne fonctionne pas, dysfonctionne, est socialement insoutenable, crée des vulnérabilités, et une manière qu'il a de se maintenir, c'est en bourrinant, en disant mais en fait, toutes les contestations du système automobile, on va taper dessus, on va les réprimer, on va faire comme s'il n'y avait pas de problème et on va continuer à dérouler la vie comme elle était avant. Et donc ça, c'est une forme de backlash, pour utiliser un anglicisme, de tous les progrès potentiels qu'on peut obtenir de gens qui se disent le système ne fonctionne pas, il faudrait quand même changer quelque chose, se font un peu taper dessus politiquement. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Je pense qu'en France, on est relativement préservé, mais on a un bon exemple au Royaume-Uni où le gouvernement conservateur, qui par ailleurs a fait tout un tas de choses très très bien pour le vélo, son axe de campagne principal, c'est en fait on revient sur tout ce qui a transformé positivement l'espace public et on est vraiment en mode le statu quo automobile à tout prix. On n'y est pas encore, mais je vous rappelle que le 30 juin et le 7 juillet, il y a des élections. Pensez à vous faire une procuration si vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est pour comprendre le système automobile tel qu'il est. Mais alors du coup, où est-ce qu'il est le vélo dans cette histoire? Et à mon avis, le vélo, il est justement un des outils à notre disposition pour tenter de dépasser ou tenter de réussir cette transition ou cette révolution ou cette conversion, je ne sais pas comment il faut l'appeler, vers un autre système de déplacement. Le système automobile est vachement robuste, tout un tas de vies qui sont enserrées dans cette réalité-là, mais un des leviers dont on dispose pour essayer de le transformer, c'est le vélo. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pratiques que le vélo, pas d'autres appuis dans les modes de vie, pas beaucoup d'autres symboles que le vélo qui sont aussi désirables et autant pratiqués. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui utilisent le vélo, pas forcément pour se déplacer, mais en tout cas qui aspirent à pouvoir faire des trajets à vélo, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin en disant ouais, je vais devenir végétarien. Il y en a, mais il y en a moins, je pense. Et que le vélo, c'est un outil, on va dire, de conversion individuelle et collective. Dans le bouquin, je dis un outil de libération personnelle et collective, au sens où passer au vélo, c'est à la fois positif pour soi, on a tous un intérêt à y passer pour des raisons de santé, parce que c'est plus pratique, parce que machin. Et par ailleurs, quand on passe au vélo, à mon avis, on réalise que le monde dans lequel on vit ne fonctionne pas. Passer à vélo, c'est se rendre compte que l'espace public est hostile. Passer à vélo, c'est bizarre de passer à vélo, mais passer au vélo ou se déplacer plus régulièrement à vélo, c'est réaliser que les distances qu'on nous fait parcourir sont aujourd'hui, soit les distances qu'on nous fait parcourir en automobile pourraient être réalisées autrement, soit au contraire que les distances qu'on nous fait parcourir sont imparcourables à vélo et que ça devrait être autrement. Il y a d'autres expériences que le vélo qui permettent ça, comme par exemple avoir à pousser une poussette, qui a été une autre expérience incroyable pour moi, de dire « les trottoirs, c'est vraiment nul. Pourquoi il y a du dévers comme ça? Pourquoi il y a des pavés dès qu'on passe devant un garage? C'est atroce. » Mais je me rappelle assez distinctement que les premières années où j'allais à la fac à vélo, j'étais vraiment très énervé tout le temps contre, on va dire, les bagnoles, mais enfin contre le système de déplacement tel qu'il était. Et en ça, le vélo offre un levier que pas grand-chose d'autre offre pour mobiliser des gens, changer leur regard
et potentiellement voilà, devenir une force politique pour transformer le système de déplacement. Voilà. Après, dans le bouquin, j'ai fait un chapitre où je dis que les cyclistes, c'est quand même pas tous des gens hyper bien. Mais je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas la bonne audience. Non, mais voilà, pour défétichiser un peu l'idée que les cyclistes, c'est génial, c'est les sauveurs. En fait, faire du vélo, c'est bien, mais tous les gens qui font du vélo ne sont pas forcément des gens bien. Voilà. Et après, donc, voilà, en me disant que le vélo a quelque chose de particulier dans le travail qu'on a à mener pour transformer le système de déplacement, je propose un programme en 3 R, moyens mnémotechniques. Un premier R qui est donc rassembler, un deuxième R qui est grignoter, et un troisième R qui est radicaliser. Donc, rassembler. Alors, je ne sais pas quelle est la courbe de croissance du nombre d'adhérents de Damo, mais je crois que vous dites que c'est modeste. C'est modeste. Mais sans effort, ça grossit quand même. Mais alors, si vous faisiez des efforts, qu'est-ce que ce serait? Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est aussi de se dire, il y a tellement de gens qui, aujourd'hui, passent spontanément au vélo, alors même qu'il n'y a pas d'infrastructure cyclable particulièrement qualitative. C'est pareil de là où je vis. Simplement parce que le système automobile, c'est l'embolie. Parce que les gens désirent autre chose, n'achètent plus l'idée que la voiture, c'est le progrès. Et donc, il y a une hausse de la pratique, mais cette hausse de la pratique, elle n'est pas forcément organisée. Et pour moi, un des enjeux du mouvement pro-vélo, c'est d'être capable justement d'organiser les gens, de capter soit leur désir positif, soit leur colère et leur frustration, soit leur rage, pour en faire quelque chose de politiquement pertinent. Et à mon avis, le mouvement pro-vélo, je résume ce mouvement pro-vélo, mais c'est aussi globalement tous les gens qui aujourd'hui ont un problème avec la manière dont l'espace public est fait et la manière dont on aménage le territoire, mais on va dire le mouvement pro-vélo. À mon avis, le mouvement pro-vélo, il doit aussi être capable d'être plus représentatif de la société. Et je veux insulter personne, mais c'est très blanc ici. Après, on est à Orléans. Peut-être en Ile-de-France, c'est plus simple de le dire comme ça, mais en Ile-de-France, le mouvement pro-vélo est très blanc. Il est très centre-ville, il est très CSP+, il est souvent encore très masculin. Et ça, c'est quand même un gros problème si notre objectif, c'est de transformer un système de déplacement pour toute la société. Et donc ça, par exemple, c'est un effort qui est fait de manière beaucoup plus explicite au Royaume-Uni. Je vivais au Royaume-Uni jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, et pour le coup, les organisations qui s'appellent modes actifs là-bas font un effort conséquent pour recruter des publics ou des groupes sociaux qui ne sont pas traditionnellement représentés ou organisés dans leurs associations. Dans ce souci de dire, nous, notre projet de transformation de l'espace public, transformation de l'aménagement du territoire, il est pour toutes et pour tous, et donc nos organisations, elles doivent être pour toutes et pour tous. Ça, c'est rassemblé, et puis il y a la question des gens, mais il y a la question des territoires, et être capable d'être présent au-delà des centres-villes, je pense que c'est aussi un gros enjeu pour le mouvement pro-vélo. Je ne sais pas exactement comment vous organisez dans la métropole de Orléans, mais en tout cas, c'est un effort conséquent qui est fait dans un certain nombre des grosses métropoles. Enfin, vraiment, dans le collectif Vélo Île-de-France, par exemple, un effort centré autour des départements, sur la Seine-et-Marne, tous les endroits les moins peuplés, ou en tout cas la question de l'automobile est la plus difficile. Dans la métropole de Lyon, c'est pareil. La ville à vélo a un effort assez conscient on va créer des groupes locaux, on va accompagner les personnes qui sont les plus dans la marge de l'agglo. Et ça, je pense que c'est très important. Donc ça, c'est pour le rassembler. Le deuxième R, grignoter. À mon avis, sur la question d'aménagement du territoire et aménagement de l'espace public, on fait face à un enjeu matériel compliqué, c'est-à-dire que en fait, les villes, elles se construisent à des échelles qui sont plutôt de la décennie que de l'année. Et il y a plein de coups partis, et la manière dont on refait la voirie, la manière dont on aménage, c'est tout le temps graduellement par projet. Et donc on est un peu contraints, nous, en tant que militants et militantes, d'agir à l'échelle du projet, et donc dans un monde qui est déjà tel qu'il est, quoi. Et plutôt que, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le levier tactique, la stratégie de manière générale, il faut avoir un horizon
très difficile à imaginer, mais un horizon de se libérer de notre dépendance à l'automobile. Mais la manière dont on peut obtenir ça, c'est d'aller gratter des trucs autant qu'on peut. Aller gratter de l'espace, aller gratter de l'espace mental, aller gratter sur la culture, essayer d'imposer progressivement sur un projet de rénovation de l'espace public, si politiquement c'est absolument infaisable d'enlever une voie de circulation, de quand même obtenir une bande cyclable un peu merdique, parce que peut-être que ça rendra possible le fait d'obtenir une piste plus tard. Pour donner un exemple d'un grignotage qui a bien fonctionné, c'est ce qui s'est passé sur la rue de Rivoli à Paris. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais bon, ils ont fini par faire une piste cyclable après moult controverses, une piste cyclable bidirectionnelle, c'est déjà pas rien, mais il restait 4 voies. Au moment du Covid, de toute façon, il n'y a plus de voitures. Allez, hop, on enlève une voie, on met une deuxième piste cyclable. Et là, il y a plein de vélos qui viennent. En fait, on peut enlever une troisième, on enlève une quatrième, et il ne reste plus qu'une voie de bus. Sur ce qui était une autoroute, c'était inimaginable de se dire qu'il n'y aurait plus de bagnoles sur la rue de Rivoli, quoi. Ou un autre exemple de grignotage sur l'espace public, qui cette fois-ci n'est pas lié à un grignotage de l'espace, mais qui est un grignotage temporel, c'est la question des voies sur berge. Désolé, c'est un exemple francilien. Les voies sur berge à Paris qui... initialement sont fermés les dimanches, puis qui sont fermés l'été pour Paris-Plage, puis qui sont fermés tout pour Paris-Plage et les week-ends, et puis boum, qui sont libérés de leur flux automobile tout le temps. Et ça, à mon avis, ça n'aurait jamais été possible sans un grignotage temporel. Et à mon avis, cette idée-là, elle vaut pour plein d'autres cas où réussir à transformer l'espace public ici et maintenant, avec les contraintes politiques, avec les contraintes techniques, c'est la condition pour que progressivement, nos esprits eux-mêmes se transforment et se disent « Ok, l'espace public peut être un peu différent, on peut changer des choses, allons plus loin ». Mais ce grignotage, à mon avis, il doit aussi valoir pour sur les questions techniques. Je pense que c'est important ce qui s'est passé ces 10 dernières années sur le champ technique. C'est un peu niche, mais l'expertise citoyenne des assos pro-vélo a aussi vachement infusé dans la manière dont les techniciens et les techniciennes des collectivités sont formés. Et donc, on a obtenu un certain nombre de progrès plus tard. L'augmentation du nombre de gens qui produisent du contenu culturel sur le vélo, l'existence de Biclou, les vidéos du Parisien sur le vélo, je pense que c'est des signes intéressants et c'est aussi là que la bataille se mène pour transformer notre rapport à l'automobile. Ça, c'est pour grignoter. Et puis le troisième R, c'est radicaliser. Il me semble qu'une fois qu'on aura suffisamment rassemblé, tout ça est dialectique, ça se fait en se faisant, mais à mesure qu'on grossit, à mesure qu'on transforme de manière certes insuffisante, mais quand même l'espace public, la culture, tout un tas de choses, il devient, à mon avis, plus crédible et du coup désirable de s'attaquer aux racines des mots, ou en tout cas essayer d'attaquer un peu plus de front le système de déplacement actuel. Et donc, s'attaquer un peu plus radicalement à ce système-là, ça veut dire s'attaquer à ce que je disais un peu tout à l'heure sur c'est quoi le système automobile, à une partie, c'est très compliqué, mais pour moi, un des piliers aujourd'hui de l'hégémonie de l'automobile, c'est l'industrie automobile. C'est le premier annonceur. Donc c'est les gens qui financent plus de 3 milliards d'euros de pub chaque année pour vendre des bagnoles. Donc allez-y pour lutter contre ça. Et donc pour moi, lutter aussi contre contre l'industrie automobile, en fait, simplement, c'est une manière de rendre possible l'émergence de quelque chose d'autre. Sinon on n'y arrivera jamais. Donc, je fais quelques propositions un peu folles dans ce livre. Là-dedans, une autre idée, c'est s'attaquer frontalement à l'idée qu'il faille créer des nouvelles infrastructures routières. C'est-à-dire que toute nouvelle infrastructure routière aujourd'hui est là pour fort longtemps. Et donc, créer des nouvelles infrastructures routières aujourd'hui, c'est complètement impossible. Donc, une autre mesure radicale, mais qui me semble l'évidence même, c'est un moratoire sur les infrastructures routières. Et voilà. Et dans ce souci de radicaliser un peu notre critique, il me semble intéressant aussi d'être capable de radicaliser notre réflexion sur le système de déplacement. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, d'AMO comme dans beaucoup d'assos pro-vélo chez qui j'ai présenté le vélo, l'enjeu, il est quand même principalement lié au centre dense, là où il y a un fort usage, etc. Et moi, un des risques que je vois poindre, c'est que notre action pour la transformation de l'espace public et du système de déplacement se termine sur une forme de Disneylandisation
Donc Disneyland, ça se dit comme ça en langue des signes, parce que j'ai fait une conférence qui était signée, et donc l'interprète a cherché, et donc c'est comme ça. Et donc la Disneylandisation, ça serait une forme de ruse de l'histoire où en fait, le système automobile, un peu comme dans l'agriculture, où l'agriculture, il y a l'agriculture conventionnelle, normale, et puis il y a le bio, c'est la niche, quoi. En gros, les écolos, on va leur donner bio, et puis on va continuer à faire de l'agriculture conventionnelle à côté, on s'en fout. Et en fait, potentiellement, on se retrouverait un peu avec la même chose sur les questions d'espace public. Ok, on aurait des espèces de réserves pour les gens qui font du vélo, mais ailleurs, rien ne change. On continue à cramer plein de pétrole pour se déplacer. On continue à faire en sorte que, en plus, si on ne change rien sur la question du logement, ces réserves, elles sont réservées aux gens qui ont de l'argent, à des cadres, à des gens qui sont spécialement désirés et désirables à l'échelle des métropoles. Et puis ailleurs, ça continue à ne pas fonctionner. Donc pour moi, l'enjeu, c'est aussi d'être vigilant à ce que notre activité militante sorte des villes. C'est là qu'il faut aller aujourd'hui, parce que c'est là qu'il y a des conflits d'usage, c'est là qu'il y a des gens qui sont capables de militer, mais avoir en tête que ce à quoi on s'attaque ne s'arrête pas aux frontières de l'agglomération. Voilà. Une fois que je vous ai dit tout ça, c'est super difficile de s'y attaquer, mais on va réussir parce qu'on a le vélo, on a un programme, on est à fond. Vous vous dites peut-être, mais en fait, je n'ai pas très bien compris, ça sera quoi après ? Et en tout cas, mon éditeur, il m'a dit ça. Il m'a dit, faut que tu fasses rêver les gens, parce que sinon, les gens, tu vas juste les déprimer à faire cette espèce de diatribe Che Guevara du vélo et tout, mais il faut quand même leur vendre du rêve. Alors moi, je ne suis pas très fort pour ça, donc je me suis vraiment creusé la tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, il n'y a pas besoin de dire, le monde de demain, ça ressemblera à ça. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire, on peut faire vaguement des scénarios de prospective sur à quoi ça peut ressembler un système de déplacement différent. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de dire le système de déplacement parfait, ce serait ça, parce qu'en fait, le monde n'est pas parfait. On doit faire avec ce qui existe aujourd'hui, qui est notre infrastructure qui est là pour encore très 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 longtemps. Et donc, le système de déplacement de demain, je ne sais pas à quoi il ressemblera, mais ce que je sais, c'est que dès aujourd'hui, il y a une forme de déjà là, avec la pratique du vélo, qui nous laisse entre-apercevoir ce qu'on est en train de construire. À l'échelle individuelle, la révolution qu'on doit mener, on commence un peu à la vivre en se disant, moi, en fait, quand je fais du vélo mon mode de déplacement privilégié, ou en tout cas quand je construis ma vie de sorte à ce que je n'ai pas besoin de me déplacer très loin tout le temps avec un moteur, on se rend compte que on est plus attentif à notre entourage, à ce qu'il y a autour de nous, à notre propre santé, plus attentif à notre temps, plus attentif à nos décisions sur est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on ne va pas là. À l'échelle plus collective, quand plus on est nombreux à prendre la décision de faire attention à la manière dont on se déplace, à se déplacer à pied, à vélo ou autrement, en fait, l'espace public il se transforme, la nature des relations est un peu différente, la vie civique est un petit peu meilleure. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et donc, le monde de demain, ça ressemblera sans doute à ça, mais en plus important. Et puis, à l'échelle encore plus large qu'au collectif des gens qu'on touche, ce qu'on commence à percevoir avec ce désir d'autre chose que le développement du vélo matérialise, c'est par exemple tout un tas de territoires qui aujourd'hui ont abandonné l'idée d'être des destinations touristiques particulièrement attractives sur quelque chose de hyper sexy et qui se disent juste, nous ce qu'on peut proposer c'est des canaux, c'est attirer les touristes à vélo. Et c'est un peu le cas dans pas mal de territoires en France aujourd'hui qui ne sont pas spécialement en croissance, sur le plan de l'emploi industriel ou tertiaire, mais qui attirent de plus en plus de cyclotouristes et qui du coup voient leur territoire un peu transformé avec des nouvelles polarités, où c'est des canaux en fait, qui deviennent des linéaires, où il y a en fait pas mal de gens qui passent à vélo, avec des villages qui avaient plus de commerce, avec des commerces qui réouvrent parce que les gens se déplacent à vélo. Alors, c'est des commerces qui fonctionnent que l'été, donc c'est pas non plus génial, mais voilà. Si on regarde aujourd'hui le développement de l'usage du vélo et l'engouement pour le vélo, j'ai l'impression que se dessine en creux le système de déplacement qu'on doit créer demain. Voilà, merci de votre attention. Et on peut en discuter
pendant 40 minutes.